Alors, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à ce webinar. On a aujourd'hui plus de 50 participants. Vous avez l'habitude, donc maintenant, si ça n'est pas votre premier webinar, merci à tous d'être là. En tous les cas, vous êtes très nombreux. On attend encore plus de personnes dans les 5 minutes qui vont venir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir, à nous dire dans quel pays vous habitez. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vient d'Asie, des Émirats et peut-être même des États-Unis. On a essayé de caler un horaire qui permette à tout le monde d'être là. Donc dites-nous de quel pays vous êtes pour nous permettre, nous, d'interagir. Et puis ça nous fait voyager un petit peu à travers vous. Comme vous le savez, donc vous êtes là pour ce webinar, ce 7e webinar qui est au sujet du financement des non-résidents et que je vais co-animer avec notre courtier Carte Financement, donc qui est spécialisé dans les non-résidents et qui est aujourd'hui représenté par Laure Lewis qui est à côté de moi. Bonjour Laure. Bonjour, enchantée. Alors, donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions. Toujours pas de pays, n'hésitez pas à me dire de quel pays vous venez. Et puis encore une fois, si vous avez des projets immobiliers, si vous avez des questions sur les financements, restez informés en vous inscrivant sur les réseaux sociaux, en vous inscrivant à notre newsletter. Vous pouvez aller sur myexpat.fr. Vous mettez votre adresse email. Je vois que ça commence. On a des personnes de Chine, des Émirats, alors ça va très très vite puisque vous êtes très nombreux, du Vietnam, d'Argentine, de Roumanie, du Royaume-Uni, d'Angleterre. Vous venez de partout dans le monde, du Burkina Faso pour Nicolas. Vous êtes très nombreux, Londres, Angleterre, Hong Kong. Bienvenue à tous en tous les cas. Vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits, de la Tunisie, même du Bangladesh, Aurélie, que l'on connaît déjà d'ailleurs, d'Allemagne, même d'Europe. Donc, tu vois, Laure, on a des personnes qui viennent de partout dans le monde. Bien évidemment, on a l'habitude. Bienvenue à tous en tous les cas. De Guinée-Conakry, en ce qui concerne Florent. On va pouvoir commencer ce webinaire. Vous êtes maintenant très nombreux. On va y aller tranquillement pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Voilà, vous êtes une soixantaine à vous être connectés maintenant. Vous étiez très très nombreux à vous être inscrits. Donc on a dû s'organiser et puis limiter un petit peu pour que tout le monde puisse participer. Donc voilà, on va pouvoir commencer ce webinaire sur le financement. Encore une fois, comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions dans le canal questions qui est sur votre droite. Laure et moi sommes là pour y répondre et on va essayer de répondre à l'intégralité de vos questions. Alors, le sujet principal donc, de ce webinaire, c'est le financement des non-résidents. Donc, comment emprunter en France lorsque l'on veut faire de l'investissement locatif, lorsque l'on veut acheter un bien immobilier en France. Donc, il s'agit bien d'emprunter en France pour acheter un bien immobilier en France. Donc, Laure est là pour nous aider à répondre à toutes ces questions. Bien évidemment, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que je peux emprunter ou pas? Laure, on a beaucoup de questions, nous, souvent, de non-résidents qui nous appellent en nous disant j'habite à l'étranger, je ne peux pas emprunter. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les 3 caractéristiques qui font qu'on peut investir depuis l'étranger? Alors là, je vois tous ces pays qui sont nommés, donc forcément, ça me parle. Donc pour rebondir, tout dépendra aussi de votre pays de résidence dans un premier temps. Ensuite, ce sera votre profil et ensuite, ce sera votre situation professionnelle. Pour revenir au pays de résidence, il y a certains pays qu'on peut complètement appréhender, qui ont une fiscalité qu'on comprend très bien. Au niveau de la langue, les documents seront facilement, on va dire, abordables par la banque. Il y a par contre des pays sous embargo, avec un risque géopolitique ou qui sont en guerre. Donc, pour ces pays-là, ça peut être un peu plus compliqué d'obtenir un financement.
Alors, qu'est-ce qui fait que justement, Laure, dans ce genre de pays, qu'est-ce qui explique que les banques soient réticentes à prêter à un Français qui habite dans ce genre de pays-là à risque? Alors souvent parce que ce sont des pays qui sont dans des listes, sur des listes, on va dire grises ou noires en termes de conformité en interne dans nos banques françaises, qui limitent un peu les banques françaises à travailler avec ces pays. Il y aura plus de documents qui seront demandés si des virements vont provenir de ces pays. Donc, ça donnera plus de travail au niveau conformité avec la banque française. Donc, pour des raisons justement purement de conformité, elle préfère ne pas se mettre en risque à travailler avec ces pays qui sont pas forcément coopératifs sur certains points, dont les points géopolitiques. Donc, pour ces raisons-là, la banque va un petit peu tiquer à ne pas travailler avec ces pays et donc ces ressortissants qui y habitent, malheureusement. Et donc là, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire, quoi. Tout à fait, réglementaire, exactement. Ok. Ensuite, il y a des pays où il y a le contrôle d'échange. Donc, il y a certaines zones où, justement, faire un virement depuis son pays de résidence n'est pas forcément simple, qui est soumis à autorisation gouvernementale et qui peut parfois prendre plusieurs semaines, parfois même des mois. Donc là, encore une fois de plus, la banque, elle n'aime pas trop ça parce que le client est vite tenté soit de sortir de l'espèce de son pays et de le déposer dans le compte en France. Ouais. Aujourd'hui, l'espèce est quasiment bannie en France. Hein. On fonctionne quasiment que par virement, voire en remise de chèque, mais en dépôt d'espèces, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune traçabilité de ces fonds. D'accord. Ok. Le pays est un élément qui est déjà complètement déterminant dans l'obtention d'un financement depuis l'étranger. Complètement. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas penser, mais de temps en temps, par exemple, les États-Unis peuvent poser problème. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a le fameux FATCA, donc c'est une réglementation qui oblige les établissements bancaires français qui ont des ressortissants américains à communiquer sur leur compte au fisc américain. Donc, ils vont devoir tous les ans envoyer des documents, des spécificités qui demandent une certaine lourdeur administrative. Et encore une fois de plus, certaines banques françaises vont se dire je préfère pas trop me mettre en risque avec le fisc américain si je le fais pas bien. Donc, je préfère ne pas ouvrir des comptes aux clients qui sont sur la zone États-Unis. Il y a tout de même des banques qui vous financent, attention, mais ça peut aussi être un problème, un point bloquant sur certains établissements français qui ont décidé de stopper l'ouverture du compte aux clients qui sont résidents aux États-Unis. Résidents aux États-Unis, exactement. D'accord. Donc, le financement des résidents aux États-Unis, donc ceux qui habitent aux États-Unis, un financement en France est possible, mais sous certaines conditions. Tout à fait, mais soumis à des conditions, exactement. Donc, je réponds un petit peu, j'anticipe la question de Patrick qui nous pose cette question. Les résidents aux États-Unis disposant d'un revenu en France de type retraite peuvent-ils obtenir un financement immobilier en France, donc en dépit de FATCA? Donc là, oui, bien sûr. Évidemment, de ce que je comprends, de ce que tu dis, Laure, la réponse est oui. Oui. Par contre, je pondère, c'est la discussion qu'on avait un peu plus tôt ce matin. Tout va dépendre de votre situation personnelle, Patrick. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet qui est très particulier, puisque là, il n'y a pas que le pays qui est important lorsqu'on parle d'investir en France ou d'emprunter en France. Tout à fait. Il y a aussi le profil, vous, personne physique. On va vous demander si vous achetez tout seul ou à deux. Si vous achetez à deux, dans quel cadre? Vous êtes marié? Quel régime? Si vous êtes en communauté, votre conjoint devra être présent donc sur la demande de prêt et bien sûr sur le titre de propriété, sur le compromis. Si vous achetez tout seul et que vous ne voulez pas impliquer votre conjoint, encore une fois de plus, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, en fait, votre conjoint doit participer. Et si vous voulez acheter tout seul parce que vous pensez que votre conjoint ne travaille pas, mais que vous êtes en communauté, c'est pas un problème si votre conjoint ne travaille pas, mais sachez qu'il doit apparaître dans la demande de prêt. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est votre état civil. Hein. Si vous êtes marié, pacsé, en union libre, ça impactera forcément.
Il y a également la nationalité. Ça arrive, comme vous êtes dans des multiples pays, vous avez peut-être trouvé l'âme sœur qui a une autre nationalité. Donc, il faut prendre en compte aussi le fait que vous êtes un couple mixte. Il y a ça qui jouera. Certaines banques ne prêtent qu'aux Français, donc il faudra aussi tenir compte de ça. On va devoir tenir compte de votre âge. C'est vrai que en général, c'est 20 à 25 ans la durée de prêt. C'est plutôt 20 ans. Donc, si vous arrivez plutôt au-dessus, on va dire, de 55 ans, il faudra qu'on regarde dans quelle mesure vous allez prendre votre retraite, tout ça. Donc, il y a l'âge qui impacte forcément. Et puis, je dirais également aussi votre situation professionnelle. Voilà, c'est le troisième volet aussi qui est très, très important. Donc, forcément, si vous êtes salarié ou non salarié, donc je vais commencer plutôt par les salariés. Donc, forcément, la nature de votre contrat est très importante. Donc, si vous êtes en contrat permanent ou déterminé, ça, c'est très important. Juste pour préciser, quand tu dis salarié, c'est par opposition à non-salarié, mais ce qu'on appelle les non-salariés, c'est quoi? C'est les chefs d'entreprise? Chefs d'entreprise, consultants ou en freelance, par exemple. Ok. Donc, c'est vrai que vous êtes nombreux à être salariés, hein, ça c'est sûr, soit en contrat local ou soit en contrat de détachement. Donc, le premier point, ça va être si vous êtes bien en contrat permanent. Pour les contrats à durée déterminée, c'est plus problématique, sauf si vous êtes salarié d'une ONG internationale. Là, on a des solutions. Mais par contre, si c'est déterminé, c'est difficile. Voilà. Et en termes de type de contrat, donc il y a les salariés purement expats, donc c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un CDI en France, un contrat à durée indéterminée en France, et vous êtes envoyé par votre employeur dans le pays de résidence. Vous domiciliez votre salaire sûrement sur les comptes en France en euros. Donc là, aucun souci. Attention juste, on prendra votre salaire de référence en compte dans le taux d'entêtement on en discutera plus tard. Et bien sûr, si vous êtes complètement logé par l'employeur, on prendra une charge fictive de loyer si vous n'êtes pas propriétaire en France de votre résidence principale ou ancienne résidence principale pour anticiper le retour en France. Voilà. Alors, ce point, il est intéressant parce que nous, on a beaucoup de clients, puisque tous nos clients sont des non-résidents. Oui. Certaines banques appliquent cette charge fictive et d'autres non. Est-ce qu'il y a une règle en particulier ou alors est-ce que c'est propre à chaque banque et c'est chaque banque qui décide finalement? Totalement, c'est vraiment propre à chaque banque. C'est exactement ça. Et aussi l'appréhension du dossier. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui ne paye pas son loyer et que le reste à vivre après la charge de ce projet en France donne un taux d'endettement assez élevé, on va quand même faire attention parce que si cette personne rentre en France et ne peut pas, même pas payer un loyer, ça va être un peu limite. Donc, c'est vraiment cas par cas et j'ai envie de te dire, Florence, c'est chaque banque qui décide. Ouais. Ouais, donc en fait, pour terminer sur cette première partie, la première chose à regarder quand on cherche à investir en France, c'est pas uniquement des chiffres. En fait, là on a vu que ça dépendait du pays, ça dépendait du profil personnel, ça dépendait du profil professionnel, avec à chaque fois des spécificités par profil et par banque aussi, puisque chaque banque a sa grille de risque et prend ses propres décisions finalement. Complètement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, il y a le contrat de travail local. C'est le cas vraiment de quasiment le plus répandu. Le plus répandu. Donc, vous êtes payé en devise locale. Vous êtes en contrat permanent. Donc là, on fait vraiment, on étudie le dossier comme un résident. Hein. On prend vos revenus. Là, vous payez un loyer ou vous êtes déjà propriétaire dans votre pays de résidence. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis, le troisième volet, ça va être, vous êtes salarié, même d'un grand groupe, et aussi, vous avez des revenus variables très conséquents. Donc ça arrive souvent dans le milieu de la finance. Ouais. Donc, certaines banques ne vont pas prendre le variable en compte. Donc, ça, encore une fois de plus, faut y penser. Et certaines banques vont le prendre en compte dans la mesure où vous avez un historique avec l'employeur environ 3 ans. Voilà. En une moyenne sur 3 ans. Ok, donc c'est essentiellement une question de régularité, en fait.
Exactement, de récurrence et de cohérence, bien sûr. D'accord. Bon, ça, on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard dans vraiment le calcul de la capacité d'endettement. J'ai juste Nicolas qui nous a posé une question en attendant sur comment se font les démarches administratives à distance. Alors, Nicolas, justement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous l'avez compris, hein, vous connaissez MyExpat maintenant. On est là pour tout organiser pour vous. Que ce soit les démarches administratives avec qui sont liées à votre investissement immobilier, donc tout ce qui va être signature, préparation de la promesse de vente, signature de la promesse de vente, signature de l'acte authentique de vente, le suivi évidemment du financement. Et alors tout le financement, donc par expérience, je sais que quasiment tout peut se faire à distance, même tout peut se faire à distance d'ailleurs. Par contre, les banques en France ne sont pas encore passées complètement au digital. Donc, dis-moi si je me trompe, hein, Laure, mais il faudra quand même renvoyer les offres au format papier, même si quasiment tout le reste des documents peut être envoyé en version électronique. Hein, c'est ça, Laure? C'est exactement ça, exactement. Tout le long du processus, tout se fait à distance. La seule chose, finalement, c'est l'offre de prêt et on va dire la demande de prêt et puis les questionnaires d'assurance aussi. Ouais. Ce sont les seuls originaux à renvoyer à l'établissement. Ok. Donc, pour répondre à votre question, Nicolas, tout peut se faire à distance. Alors déjà pour votre projet immobilier, on englobe tout, donc on s'occupe de tout pour vous. Et pour le financement spécifiquement, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, tout se fait à distance aussi, en version électronique, mis à part un ou deux documents qu'il faudra renvoyer quand même en original, puisque les banques ou les assurances demandent des originaux pour monter le dossier. Tout à fait. Alors j'en profite pour répondre aux autres questions. J'ai Benoît qui nous demande, donc pareil, là on parlait de situation personnelle. Je suis expat avec un compte titre en action en France que j'alimente régulièrement. Ces actifs sont-ils considérés par la banque française prêteuse? Alors, bon, on va aborder le sujet un petit peu plus tard dans ce webinaire, puisque on va vous expliquer comment calculer une capacité d'endettement et qu'est-ce qui est pris en compte justement. Ça peut d'ailleurs servir comme étant un bon relais sur cette deuxième partie. Donc Benoît, on va vous répondre. J'en profite juste pour lire la question de Pauline, puisque Pauline justement rebondit sur ce que tu disais, Laure. Ouais. C'est donc en tant que CDD, donc pour une ONG. Donc, on parlait des contrats à durée non déterminée et en plus pour une ONG, depuis 8 ans, quelles sont les possibilités d'obtenir un crédit? Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Évidemment. Donc là, en plus, vous mettez depuis 8 ans. Donc ça, c'est encore mieux parce qu'il y a une vraie récurrence. En général, vous êtes sur des contrats renouvelables de 1 ou 2 ans. Donc, pour appréhender le dossier, on va vous demander tous vos contrats depuis 8 ans. Et puis, on va montrer la récurrence. Et comme vous êtes dans une ONG, les banques sont très rassurées avec les ONG. Elles ne sont pas inquiètes. C'est vraiment la typologie de vos contrats qui font que vous êtes payé ainsi. Souvent aussi, ça peut arriver que vous pouvez domicilier vos salaires. Donc ça, elles aiment bien aussi. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. On pourra vous accompagner pour répondre dans de bonnes conditions. D'accord. Donc, Pauline, en fait, donc la réponse c'est plutôt oui, c'est-à-dire que vous avez des possibilités d'obtenir un crédit. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse avoir une analyse un peu plus poussée, puisque comme vous l'avez compris, on peut pas répondre oui simplement comme ça. Il va falloir analyser votre dossier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a Nicolas qui nous pose la question de savoir. Alors lui, il est en expat au Burkina. Oui. Il a des revenus locaux, donc au Burkina Faso, qui seront il demande si est-ce que ces revenus locaux seront pris en compte en plus de ses revenus français, puisque il a un CDI en France et un CDD au Burkina Faso. Et en plus, il nous pose la question de savoir si le pays est-il déterminant, si aucun revenu de ce pays vont servir à rembourser le financement. Alors ça, c'est une question intéressante parce que ça anticipe un petit peu sur le calcul de la capacité d'endettement. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur quel type de revenus sont considérés, donc toujours dans le profil professionnel, même s'ils ne vont pas forcément servir au remboursement du prêt?
Alors là, pour votre cas, Nicolas, en fait, vous avez déjà mis la réponse. Je suis expat CDI France, CDD Burkina. Donc, ça veut dire que vous avez un avenant. C'est votre employeur en France qui vous envoie au Burkina, c'est ce que je comprends. Donc, on ne va pas prendre les revenus locaux en compte parce que vous dépendez d'un CDI en France. Donc, on va prendre votre salaire de référence en France. Après, le fait que vous soyez au Burkina, ça ne pose pas de soucis. Il faudra juste bien faire attention. Le Burkina aujourd'hui utilise encore beaucoup d'espèces dans la gestion de ses comptes. Il faudra bien faire attention à ce que vous ne déteniez pas trop d'espèces, que vous ne fassiez pas trop de dépôts d'espèces sur le compte au Burkina, parce que tout votre environnement va être étudié, même si on va prendre que les revenus en France. Ouais, d'accord. Okay, donc Nicolas, encore une fois, hein, n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des situations comme ça très spécifiques. Pour que l'on puisse justement avancer un petit peu plus loin dans votre projet. Je rebondis une dernière question avant de passer à la deuxième partie sur la question de Sandy qui, elle, est auto-entrepreneur en immobilier anglaise, donc j'imagine habitant au UK, et elle nous dit, quelqu'un nous a dit que c'était presque impossible d'obtenir un financement en France. Alors malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Laure, hein, c'est que dans le profil professionnel, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou les indépendants sont ceux qui sont quasiment infinançables en France, hein, c'est ça? Alors, infinançable, je dirais pas ça. Ça c'est infinançable si vous êtes chef d'entreprise dans des pays, on va dire, où en dehors de, je vais vous nommer la zone. Si vous êtes entrepreneur sur la zone européenne, US, Canada, Hong Kong, Australie, Singapour, aucun sujet. Du moment que vous aviez, enfin, il nous faut 3 années de bilan ou 3 années d'historique et que tout soit bien déclaré, bien sûr, sur les revenus, sur les avis d'imposition dans votre pays de résidence. Après, en dehors de ces pays-là, c'est plus compliqué, en effet, je confirme. Les banques ne savent pas très bien appréhender votre comptabilité, la fiscalité. Donc, c'est vrai, il est vrai qu'on aura des problématiques de financement pour ce type de profil. Mais pour les chefs d'entreprise, pour les zones que je viens de nommer, bien sûr, au cas par cas, nous avons des solutions. D'accord. Donc, Sandra, en fait, ça va dépendre de votre pays de résidence, mais encore une fois, donc n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un mail. Vous avez le mail sur le site de MyExpat pour que l'on puisse, ou vous avez le formulaire pour nous décrire votre situation, pour qu'on puisse justement analyser votre dossier. On va bientôt donc passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est sur justement toutes ces questions qui viennent sur le calcul de la capacité d'endettement. Je vois que Patrick nous pose une question qui est… alors, c'est une question intéressante parce que on va y répondre avant de passer à la deuxième partie parce qu'il est retraité sexagénaire. On parlait de l'âge typiquement tout à l'heure. Oui. Retraité sexagénaire disposant de revenus de retraite en France peut-il emprunter in fine à 5 ans ou à 10 ans, donc sur une période relativement courte? Alors déjà, est-ce qu'il peut? Alors, donc, in fine, c'est le type de prêt, on est d'accord, hein? Oui, d'accord. Oui, donc vous souhaitez emprunter en in fine, monsieur, donc ne payer que les intérêts et le capital à la fin de la durée. Donc, si c'est sur 5 ou 10 ans, on va étudier bien sûr, et puis on va prendre la totalité de vos revenus de retraite. En général, c'est vrai qu'il est bien d'avoir 75 ans à la fin de la durée du prêt. Donc là, dans votre cas, une solution peut être apportée et étudiée, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter. Ok, donc Patrick, encore une fois, hein, donc j'enchaîne même pas sur la suite de votre question puisque ça peut être le cas. N'hésitez pas à nous contacter et puis on étudiera votre dossier un petit peu plus en détail. Benoît, je suis contrat local, donc ce qu'on disait, hein, il y a des contrats locaux, c'est ce qu'il y a de plus fréquent dans les non-résidents. Payer en monnaie locale, puis-je emprunter sans apport? Alors, Benoît, on a répondu à cette question sur le contrat local en Chine. Ça potentiellement, il n'y a pas de problème pour que vous puissiez emprunter, même si vous êtes payé en monnaie locale. Par contre, la question d'emprunter sans apport, ça, c'est une question qu'on va aborder dans la troisième partie. C'est la notion justement de l'apport personnel. Alors, juste avant ça, on va voir que avant même la structuration financière du projet, il y a une question qui est essentielle lorsqu'on veut emprunter en France. Et là, on va nous en dire plus, c'est la notion de capacité d'endettement. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu le pays, le profil personnel, le profil professionnel, donc là, pour déterminer si c'est oui ou c'est non, même si c'est oui, ça ne veut pas dire qu'on peut toujours emprunter. Il faut voir
quel montant on peut emprunter. Donc ça, c'est la capacité d'endettement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Laure? Alors, tout à fait. Alors, l'endettement, ça va être la part de ses revenus mensuels qu'un emprunteur peut consacrer pour rembourser son crédit. Donc, les banques, en général françaises, considèrent que le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33%. Ce n'est pas une donnée absolue. Ça peut être, on va dire, un peu plus en fonction du reste à vivre chaque mois et en fonction de l'apport également. Ce que les banques appellent taux d'endettement, c'est, nous, chez MyExpat, on a l'habitude, pour vulgariser un peu, d'appeler ça taux de charge, c'est-à-dire c'est l'ensemble des charges récurrentes divisé par l'ensemble des revenus. Est-ce que c'est à peu près correct de dire ça? Exactement, c'est exactement ça. Ça n'est pas que de la dette. Non, bien sûr, il y a aussi, dans les charges, on entend quoi? On entend si vous êtes locataire de votre résidence principale, c'est le montant du loyer. Si vous êtes propriétaire, ça va être la mensualité de prêt. Donc, je vais peut-être un peu dans le détail, mais ça peut arriver que souvent, votre prêt soit en in fine, donc vous payez que les intérêts. Donc, on doit anticiper une charge pleine comme si vous étiez en amortissable, donc intérêt plus capital. Ensuite, il se peut que vous soyez divorcé, donc vous avez une pension à payer, donc ça, on doit le prendre en compte. Et il se peut que vous ayez déjà des investissements locatifs dans d'autres pays, donc on prendra les mensualités de prêt si vous avez pris un prêt pour ces investissements locatifs. Et si vous avez des prêts conso, des prêts voitures, bien évidemment, on prendra la mensualité divisée par un revenu, donc le revenu du travail, salaire de base, salaire variable en fonction, en disant si certaines banques, je vous ai dit, ne le prennent pas en compte, mais on pourra aussi prendre le variable sur un récurrent de 3 ans, une moyenne de 3 ans. Et puis, vos revenus locatifs, si vous êtes déjà propriétaire d'un investissement locatif, pondéré, on va prendre 80% pour anticiper des charges, et également le futur revenu locatif à percevoir sur le futur bien. Ouais, d'accord. Pondéré aussi. Ça répond à la question d'Arnaud qui nous dit les revenus locatifs sont-ils pris en compte dans le calcul de l'endettement, donc de la capacité d'endettement? Donc la réponse, c'est ce que tu viens de dire, c'est oui, ils sont pris en compte avec une pondération qui ne sera pas de 1, mais qui sera de peut-être 0,7, 0,8. 0,8, exactement. Alors attention par contre, un petit bémol, si le fait de prendre en compte le futur revenu locatif fait que ça fait passer l'endettement bien, c'est-à-dire que si tout repose sur ce futur revenu locatif, la banque va un petit peu tiquer. Il faut quand même qu'il reste on va le prendre en compte, mais il ne faut pas que ce soit déterminant pour que le dossier puisse passer. D'accord, ça peut être limite. Il nous rajoute aussi dans sa question, est-ce qu'il est possible d'emprunter sur 30 ans pour de l'investissement locatif? Non, c'est le maximum 25 ans et c'est pas toutes les banques. Sur le non-résident, la moyenne, c'est quand même 15 ans. C'est quand même, 20 ans. 20 ans. C'est 20 ans, ouais. Donc, c'est plutôt, nous, chez MyExpat, on a beaucoup de projets qui sont financés sur 20 ans. Et après, quelques personnes qui ont une capacité d'endettement qui est très élevée arrivent à emprunter sur 10 ans ou sur 15 ans. Mais la moyenne, c'est quand même 20 ans. Et de toute façon, ce que tu disais, les banques, très peu de banques acceptent de prêter à 25 ans et alors, pour le coup, pas du tout à 30 ans. Pas du tout. Même pour les résidents, même pour les résidents français, ça n'existe pas 30 ans. Alors, sauf peut-être pour de la résidence principale, non? Alors, non, enfin, je ne pense pas. C'est possible peut-être, mais en tout cas, c'est pas avec les banques avec lesquelles on travaille. C'est vraiment, ça s'arrête à 25 ans pour les. Ok, écoute, c'est intéressant. On va continuer avec la question de Nicolas avant de vous expliquer justement comment se calcule cette capacité d'endettement, puisque Laure vient de nous expliquer que ça dépend. Donc, c'est un calcul de taux de charge. Donc, on prend l'ensemble de vos charges, l'ensemble de vos revenus, on fait la division des deux. Et on obtient un pourcentage, et il ne faut pas que ce pourcentage soit supérieur à 33-35%. Il y a Nicolas qui nous demande, la banque va-t-elle prendre en compte mes charges en local? C'est-à-dire qu'il n'a pas de crédit en cours, alors que mes revenus locaux ne sont pas considérés. Alors, il nous dit, j'ai théoriquement aucune charge en France, donc à part la charge fictive du loyer dont vous parliez, vont-ils considérer d'autres charges? Alors, je ne sais pas trop de quelle charge il veut parler. Je pense que Nicolas, là, il va falloir nous contacter pour qu'on puisse en discuter plus précisément. On aimerait bien répondre de façon très précise, mais comme vous êtes très nombreux, on essaye d'être assez généraliste et puis vous expliquer, vous donner un maximum d'informations. Donc, Nicolas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous dire quel type de charges vont être pris en compte et quelles sont les charges qui ne seront pas prises en compte. Julien qui nous demande, est-il possible d'emprunter sans apport pour un investissement locatif en France?
pareil, la question de l'apport personnel, c'est une vraie question que l'on va aborder dans cette troisième partie qui sera sur la structuration financière du projet. Donc, on va y répondre, Julien, vous inquiétez pas. En attendant, juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer comment les banques font pour calculer cette capacité d'endettement? Comment elles fixent ce taux maximum de 33-35%? Est-ce qu'il est possible de le dépasser? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, tu veux que je revienne sur le calcul ou là, parce que en général, je reprends le calcul. Alors, plutôt le calcul, oui. Ouais, donc, total, donc les charges, donc c'est votre mensualité de prêt ou le loyer, plus, comme je disais, la mensualité de prêt pour les investissements locatifs, Ouais. pour également la pension alimentaire si vous êtes divorcé, vous devez payer une pension alimentaire, divisé par donc les revenus du travail, plus le salaire variable si c'est le cas, plus le revenu locatif pondéré à 80%. Donc ça, et après multiplié par 100 et ça vous donne un taux d'endettement normalement aux alentours de 33. Ça peut arriver que ce soit 39. Dans ces cas-là, si c'est à 39, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pu prendre le variable en compte, parce que la banque avec laquelle vous souhaitez travailler ne prend pas le variable. Mais dans son analyse de dossier, il va très bien le voir qu'il y a quand même du variable, donc 39% pourra passer sans souci. Ensuite, si vous êtes, oui, en général, c'est 39 maximum 40, mais c'est vraiment du cas par cas, en fonction de l'apport, en fonction du reste à vivre après avoir payé toutes vos charges. Disons que s'il vous reste 1000 euros en reste à vivre, ça va être plutôt 33. Et si on est sur du 5-6 000 après avoir payé toutes vos charges, là, on va être pas très loin du 39, ça c'est sûr. D'accord. Donc, en fait, cette limite que tout le monde a en tête de 33-35%, déjà, c'est un ratio qui est propre à chaque banque et voire même qui est propre à chaque profil. C'est-à-dire que chaque banque peut augmenter cette limite en fonction du profil de l'investisseur. Alors, chaque banque, oui et non, ça dépend de la politique de crédit de la banque. Il y a vraiment certaines banques, si c'est au-dessus de 33, c'est non. C'est quel que soit le profil. Après, il y a des banques, justement, qui ont une approche différente et qui vont vraiment faire du cas par cas. Mais encore une fois de plus, comme je te dis, Florence, ça dépend vraiment de chaque banque avec lesquelles le client, enfin, avec lesquelles on travaille. Hein. D'accord. Chaque banque a sa politique, en fait. Chaque banque a sa grille de risque et chaque banque a sa politique. Tout à fait. Alors nous, quand on est très en amont pour qualifier un client, c'est vrai que on va lui mettre ses options en fonction de son profil et on va savoir quel type de banque sera plus à même de financer tel client. Voilà, du cas par cas encore une fois de plus. Ouais, bien sûr. Alors, on va revenir un petit peu sur les questions parce que vous en avez beaucoup aujourd'hui. Patrick qui nous dit les prêts sont-ils toujours associés à une police d'assurance vie? Alors bon, je vais un petit peu anticiper la question, mais la notion d'assurance vie adossée à un prêt, c'est ce qu'on appelle du collatéral. Dis-moi si je me trompe, hein, Laure. Mais est-ce que, alors, on peut peut-être revenir sur cette notion de prêt in fine, puisque c'est. Je pense que c'est ça. C'est plus dans ce cadre-là, parce que là, ça n'a rien à voir avec l'assurance de prêt. Je pense que là, on parle de vraiment l'assurance vie et le in fine. Tout à fait, ouais. Donc, on est d'accord que c'est un prêt in fine et systématiquement adossé à une assurance vie, donc du collatéral pour la banque qui lui permet de se protéger et de minimiser son risque. Par contre, un prêt amortissable, donc vous commencez à rembourser le capital au moment où vous faites le prêt. Là, il n'y a pas forcément de contrat d'assurance vie qui est adossé au prêt. Hein. C'est ça. Exactement. Et même pour revenir sur le point de l'in fine, pour les non-résidents, je vous explique, c'est très compliqué de l'obtenir. On peut l'obtenir sur des dossiers, on va dire, à plus d'1 million d'euros. En dessous du million d'euros, c'est pas toutes les banques qui savent faire de l'in fine. Ça se destine plus à de la banque privée, de la banque patrimoniale, qui justement, comme dit Patrick, demanderont une police d'assurance vie. Mais attention, l'assurance vie n'est pas applicable à tous les pays de résidence. Ça dépend vraiment de votre pays de résidence. Donc, si, encore une fois de plus, l'assureur ne peut pas monter le projet d'assurance vie parce que le pays n'a pas été validé par l'assureur, on ne peut pas avancer. Donc, c'est très, très rare quand même de faire de l'in fine en tant que non-résident sur des projets en dessous du million d'euros.
Au-dessus du million d'euros, c'est de la banque privée, ça va être de la banque patrimoniale qui vont vraiment vous accompagner sur ça pour éviter l'ISF, etc. D'accord. Ok. Ok. Une autre question d'Eric qui nous dit quels sont les taux pratiqués par les banques pour les non-résidents sur des durées entre 10 et 15 ans et quelle est la majoration moyenne du taux de prime d'assurance lié à l'expatriation. Donc là, on parle d'assurance de prêt. Hein. Donc ça, Eric, c'est quelque chose qu'on va aborder dans cette troisième partie sur la structuration financière du projet et les taux qui en découlent, puisque les taux vont directement être liés à votre structuration et évidemment à tous les autres paramètres que sont votre pays de résidence, situation personnelle, situation professionnelle et votre capacité d'endettement. Donc Laure va nous en dire plus dans quelques instants. Jamil, quels sont les problèmes et les interrogations qui reviennent le plus souvent en ce qui concerne les investissements des Français à l'étranger, de l'étranger, pardon. Alors, écoutez, les problèmes, en tout cas les interrogations qui reviennent le plus souvent, c'est celles dont on parlait au début, c'est est-ce que je peux emprunter en France pour acheter un bien immobilier en France alors que j'habite à l'étranger et alors que je suis en contrat local et alors que je gagne mon argent à l'étranger. Ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Je dirais que la deuxième, c'est comment réaliser toutes les démarches depuis l'étranger. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Laure. Tout peut. Alors déjà, oui, il est possible d'emprunter depuis l'étranger. Hein, alors c'est ça. En fonction de votre profil. Et après, tout est réalisable de façon dématérialisée, sauf pour le financement où les banques demandent encore quelques documents papier. Mais là, tout se passe en DHL et en général, ça se passe très très bien. Il y a Jana qui nous demande, avec mon mari, on est propriétaire de notre propre société au Liban. Donc là, on est dans le cas où ils ne sont pas salariés. On m'a dit que pour pouvoir emprunter, on a besoin d'être propriétaire de notre résidence principale au Liban et avoir un apport de 25% du prix du bien. Est-ce correct? Alors, moi, avant même de répondre, Jana, ce que je vais vous inviter à faire, c'est plutôt nous contacter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laure, parce que là… Oui, ça demande une consultation. Tout à fait. C'est une situation qui est quand même très spécifique. On va pas pouvoir vous donner d'éléments, et puis même pour des raisons confidentielles. L'objectif, c'est pas de commencer à discuter de votre situation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse faire une petite consultation et vous donner les éléments dont vous avez besoin pour savoir si vous pouvez emprunter en France. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées sur le site meexpat.fr. Donc, vous avez le mail qui est affiché sur la page d'accueil, ou alors vous pouvez aller dans la rubrique contact et nous décrire votre projet ou votre situation et nous vous répondrons évidemment en moins de 48 heures. Benoît qui nous dit, je me permets de reposer la question vis-à-vis des actions ETF détenues en France pour lever du financement pour l'immobilier, à quel point les banques les considèrent-elles? Alors, effectivement, c'était une question qu'on avait eue tout à l'heure par rapport à un compte titre. Alors là, peut-être qu'effectivement, dans la notion de capacité d'endettement, on peut peut-être considérer cette question, c'est est-ce que un non-résident qui détient des valeurs mobilières en France, est-ce que ces valeurs mobilières sont prises en compte pour le calcul de la capacité d'endettement et si oui, de quelle façon elles sont prises en compte? Alors, au niveau des valeurs mobilières, déjà, il faut au moins un historique de 5 ans pour voir, encore une fois de plus, voir la récurrence des revenus. Ouais. Alors après, encore une fois de plus, on va le considérer dans l'analyse, mais de là à prendre vraiment tous ces revenus en compte, et ça va être compliqué. Ça va, en disant que si le dossier ne passe pas sans ça, et que ça, c'est encore déterminant pour que ça passe, disons, on va voir dans quelle mesure on va le prendre en compte. On peut le prendre en compte s'il y a une vraie récurrence et c'est quand même des revenus significatifs. Encore une fois de plus, tout dépend du montant que vous détenez. Si c'est un montant assez conséquent, bien sûr qu'on va le prendre en compte. Si c'est pas forcément un montant très important, je pense que la banque va tenir compte du fait que vous ayez de l'épargne et que c'est très bien. Mais au niveau des rentes que ça va générer, non, elle ne le prendra pas en compte. D'accord. Okay. Bon, Benoît, on espère avoir répondu à votre question. Encore une fois, si vous voulez plus de détails pour savoir exactement ce que vous détenez comme action, ce que vous détenez comme ETF,
qu'est-ce qu'il y a sur votre compte, quel est le montant du patrimoine que vous avez sur ce compte. Voilà, contactez-nous pour qu'on puisse faire une analyse un petit peu poussée. Aurélie qui nous pose une question, est-il possible d'emprunter en France pour acheter un bien à l'étranger? Alors, ça, c'est une question qui revient assez régulièrement, je dirais pas fréquemment, mais régulièrement. La réponse, elle est plutôt claire, hein. Laure, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en effet, Florent, vous êtes très nombreux justement, vous êtes partout dans le monde et vous avez aussi envie de vous installer dans votre pays de résidence, donc c'est tout à fait normal. Et des taux bas en France. Exactement. Donc, en effet, c'est possible, à des conditions par contre. Il faut détenir un bien immobilier en France à votre nom et non dans une structure, et non dans une ACI. Il faut vraiment que ce soit dans votre nom propre. Et si vous avez du crédit déjà sur ce bien, si la dette n'est pas très significative par rapport à la valeur de ce bien, on va reprendre votre dette et on va vous financer à l'étranger. Sachant que si on vous finance à l'étranger, il ne faut pas que le montant qu'on sort de votre bien en France soit financé. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Alors, en fait, admettons le bien en France vaut 100 et que votre bien, je dis n'importe quoi, hein, je dis la Thaïlande, vaut 80, dans ces cas-là, on va pouvoir le faire. Si le bien en Thaïlande est plus élevé que le bien en France, on va pouvoir vous sortir quand même. Il faudra quand même qu'en Thaïlande, le reste à financer provienne de vos fonds personnels et non par un autre financement. Ce que ne veut pas la banque, c'est de financer une dette par une dette, tout simplement. D'accord. Donc la réponse est oui, c'est possible. Après, tout dépend de la situation et tout dépend de la valeur du bien que vous souhaitez acheter. En garantie déplacée, encore une fois de plus, c'est vraiment de la consultation vraiment qui demande. Donc Aurélie, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez creuser un petit peu le sujet. On va passer maintenant à cette troisième étape parce qu'on a vu donc emprunter en France pour un non-résident, c'est possible en fonction de son pays, c'est son profil de manière générale personnelle et professionnelle. Une fois qu'on a fait ça, il faut quand même calculer la capacité d'endettement, donc qui est le montant maximum qu'un non-résident ou qu'une personne peut emprunter. Mais c'est pas tout, puisque là, on l'a bien vu, il y a beaucoup de questions sur la notion d'apport personnel. On va aller un petit peu plus loin en parlant plus de structuration financière, c'est-à-dire le montant de l'apport versus le montant de l'emprunt. Donc, comment on structure ça? Est-ce qu'on met peu d'apport avec beaucoup d'emprunts? Est-ce qu'on met beaucoup d'apport avec peu d'emprunts? Quelle est l'importance lors de la structuration financière d'un projet et notamment de l'apport personnel, justement? Alors justement, je partirais du principe qu'il est important d'avoir de l'apport avant de commencer un projet en tant que non-résident. Donc, en règle générale, il faut partir du principe qu'il faut détenir 20 à 30% en termes d'apport de la valeur du bien. Ça peut être très bien de l'apport dans le bien comme des contreparties financières à apporter avec l'établissement. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même des solutions jusqu'à 100% du prix d'acquisition en termes de financement, si vous êtes prêt à donner un petit peu de contrepartie financière. Mais en termes d'appréhension de dossier, je dirais, partez du principe que entre 20 à 30% d'apport pour pouvoir financer son bien en France. D'accord, donc ça veut dire que la majorité des banques en France demandent au minimum 20% du prix de l'appartement pour pouvoir monter un dossier. Voilà, exactement. Mais quand on dit 20%, ça englobe aussi les frais de notaire dans tout ça. Donc, la banque ne finance pas les frais de notaire, sachez, mais quand on dit de 20% au mieux, ça englobe les frais de notaire. Parce qu'il y a des banques qui vous demandent que 10% d'apport, rien que dans le foncier. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'apport personnel, c'est très important, forcément, que ça vienne de votre épargne, donc réalisée par le fruit d'un travail ou par la vente d'un bien immobilier ou par exemple une donation parentale. Vous êtes très nombreux à recevoir des donations de vos parents. Pour information, vous pouvez recevoir jusqu'à 150 000 € tous les 15 ans de vos parents par enfant sans être donc imposé. C'est toujours ça pour information. Ensuite, forcément, si votre apport est dans votre pays de résidence au moment où vous faites votre demande de prêt, c'est pas problématique. Faudra juste bien penser à faire votre virement
au moment où le notaire appellera les fonds. Mais sachez que pour l'analyse du dossier, votre rapport doit être, disons, disponible à votre nom. Voilà. Vous ne pouvez pas, dans les 2 mois de délai, entre guillemets, pour signer l'acte authentique, vous dire je vais épargner pour avoir l'apport. Non, il faut vraiment que l'apport soit là avant d'enclencher un projet. D'accord. Alors, si on va un petit peu plus loin pour expliquer pourquoi, donc là, tu viens de nous expliquer que l'apport est très important et qu'il faut un minimum d'apport qui soit personnel, donc il faut que ce soit vraiment sur son compte en banque. Il ne faut pas que ce soit sur le compte d'une société ou le compte d'une SCI, il faut vraiment que ce soit détenu en propre. Oui. L'apport personnel, il est vraiment important puisque la banque, lorsqu'elle va vous prêter de l'argent, elle considère que lorsque vous mettez de l'apport, vous participez au projet. C'est-à-dire qu'elle va participer en vous prêtant de l'argent, mais elle veut aussi que vous participiez au projet et qu'elle ne soit pas la seule à prendre des risques. C'est ça, hein, la notion d'apport personnel. Exactement. Elle prend, si vous voulez, une garantie hypothécaire sur le bien, parce que souvent la question qui revient, c'est oui, mais je ne comprends pas, la banque, elle prend la garantie hypothécaire, donc de toute façon, il n'y a pas de sujet. Et en fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, les dossiers de contentieux sur les non-résidents, c'est souvent quand le client ne s'est pas du tout impliqué en termes d'apport. Clairement, c'est exactement ça, Florent. La banque vous demande de vous impliquer parce qu'elle ne peut pas saisir vos salaires si vous ne remboursez pas. Elle se retrouve avec un bien à revendre, souvent aux enchères, et qui est très mal revendu, clairement. Et il y a tout un dispositif juridique, au moins de 2 ans de mise en demeure du bien, etc., que la banque ne veut absolument pas avoir, en fait, parce que c'est de la lourdeur administrative, c'est des huissiers, c'est des choses comme ça. Donc, en fait, elle veut vraiment vous impliquer en mettant, comme dit Florent, un minimum d'apport. Voilà, tout simplement. D'accord. Ouais, donc cette notion de bien en hypothèque ou de bien en garantie, en fait, ça coûte tellement cher aux banques d'utiliser cette option-là qu'elles préfèrent ne jamais l'utiliser et elles préfèrent demander une prise de participation de la part de la personne qui fait l'investissement. C'est exactement ça. Elle prend quand même une garantie. Hein. Elle n'oublie pas de le prendre. Hein. Il y a un coût pour ça d'ailleurs. D'accord. J'en profite pour lire la question de Vassanta qui nous dit: j'habite à l'étranger et désire investir en France, mais désire prendre un prêt en France. Comment ça se passe-t-il au niveau des garants? Faut-il en avoir? Alors, justement, est-ce que tu peux nous poser, on a souvent cette question. Oui, on a souvent cette question. Un prêt immobilier, est-ce que c'est quelque chose qui existe et est-ce qu'il faut en avoir? Alors, en effet, techniquement, ça peut se faire. Hein. C'est juste la banque, ça l'intéresse pas du tout. Déjà, c'est du travail supplémentaire parce qu'il faut aussi investiguer le garant. Même si le garant est en France, c'est la même chose. Il faut lui demander des documents. Après, il faut techniquement le mettre en pratique dans le système bancaire pour sortir les offres de prêt. Donc la banque, non, elle préfère vraiment se focaliser sur vous, personne physique, même si vous êtes non-résident, et sur le bien que vous allez acheter également. Voilà. D'accord. Donc ça répond aussi à la question d'Alexandre. En fait, les banques ne prennent pas du tout la notion de garant, même si techniquement c'est possible. Aujourd'hui, aucune banque ne le fait parce que ça leur demande beaucoup plus de travail que de travailler en direct avec l'emprunteur. Je réponds à la question de Nicolas. Peut-on passer par une SCI ou faut-il que ce soit nécessairement en propre? Alors non, c'est pas forcément nécessairement en propre. Vous pouvez très bien investir à travers une SCI. On a régulièrement des clients, nous d'ailleurs, voire même qui signent une promesse de vente en propre et qui utilisent ce qu'on appelle la clause de substitution pour créer une SCI après la promesse de vente et faire en sorte que ce soit la SCI qui devienne propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est la SCI qui fait le prêt financier et qui emprunte. Et dans ce cas-là, tous les actionnaires de la SCI vont être audités et on va regarder tous les actionnaires de la SCI pour savoir combien la SCI peut emprunter. Encore une fois, hein, si vous avez des questions plus en détail sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra avec Laure de façon beaucoup plus précise, puisque là, voilà, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Donc Alexandre, la réponse à votre question, donc la présence de garant peut-elle potentiellement réduire le pourcentage de cet apport? La réponse est non, puisque les banques en France ne considèrent pas les garants. Donc voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, en tout cas qui sont là. On va en profiter pour terminer. Donc, on parlait de la structuration financière, donc l'importance de l'apport personnel, donc cette prise de participation de la personne qui investit. Tu nous as parlé d'autres frais qui sont associés et notamment de leur financement, puisque tu nous disais que
les frais de notaire ne sont pas finançables. Est-ce qu'il y a d'autres types de frais à prendre en compte et est-ce qu'ils sont finançables ou pas de manière générale par les banques? Alors, les autres frais à prendre en compte, donc les frais de notaire, les banques ne les financent pas. Les frais de recherche également, Ouais, les banques ne les financent pas. Après, les frais d'agence, quand les clients achètent un bien, donc frais d'agence inclus, si c'est à la charge du vendeur, pas de souci. On peut les impliquer. La banque va prêter sur cette quotité-là. Ensuite, il va y avoir souvent des frais de banque, des frais de dossier. Donc ça, c'est à vous de les payer, qui sont bien sûr pris toujours en cas de succès. Et après, donc, il y a les frais de courtage qui sont aussi à la charge de l'acheteur. Les frais de courtage, encore une fois de plus, sont pris toujours en cas de succès. Et voilà, une fois que vous êtes ravi des services, voilà. Mais ça, ce sera des frais à prendre en compte. Quand je vous disais 20 à 30%, ça les prend en compte également dedans. d'accord. Ok, donc en fonction des types de frais, certains vont être finançables, d'autres non. Oui. Il va y Après, avoir ça... aussi, excuse-moi, je te coupe, j'ai oublié les meubles. Les meubles ne sont pas finançables également, hein. D'accord. Les Donc, travaux peuvent être financés. que Voilà. j'avais dit, les Ouais. travaux peuvent être financés. Ouais. Donc, en Mm. fonction des types de postes, des types de frais qu'il va y avoir, en fonction du type de location que vous voulez faire, du LMNP ou louer en vide, Mm. certains postes vont être finançables, d'autres non. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra creuser le sujet et calculer en détail votre capacité d'endettement et voir si votre projet est réalisable ou non. Il y a Nicolas qui nous dit, j'ai cru lire dans l'un de vos articles, donc il y a Nicolas qui lit le blog de MyExpat, que le Crédit Mutuel est réticent pour financer les expatriés. Je suis au Crédit Mutuel Île-de-France. Pourriez-vous m'en dire plus? Alors, je ne crois pas, enfin, cet article ne me dit rien. Je ne pense pas que le Crédit Mutuel soit réticent à financer les non-résidents. Laure, de manière générale, est-ce que tu peux nous dire si il y a des banques qui prêtent plus que d'autres aux non-résidents, statistiquement, hein, puisque de manière générale, toutes les banques prêtent aux non-résidents. Est-ce qu'il y en a qui prêtent plus facilement que d'autres? Alors oui, il y en a. Alors après, j'ai envie de te dire, Florent, tout est une question de personne. Ouais, Qui est votre conseiller? Est-ce qu'il a vraiment envie de se donner pour vous? Et aussi, c'est toute une question de présentation du dossier. C'est-à-dire que passer par l'intermédiaire d'un courtier, c'est ça aussi. C'est un courtier spécialisé, bien sûr, hein. C'est vraiment être capable voilà, de monter un dossier et tout de suite, le conseiller comprend le dossier. On facilite la tâche au mieux pour que le conseiller n'ait pas grand-chose à faire. Donc, tout dépend un peu. En effet, c'est pas toutes les banques qui prêtent aux non-résidents. Il y en a qui sont connues. Après, il y a quand même beaucoup d'établissements qui vous prêtent. Mais encore une fois de plus, ça dépendra du conseiller, de la façon dont le projet a été présenté et ce que vous êtes prêt à donner. Est-ce que faudra payer des frais de banque, des frais de carte? Si vous dites que je veux rien payer, c'est déjà mal parti pour commencer une relation avec une banque. d'accord. Donc, tout est vraiment dans la présentation. Ça répond à la question de Charlotte. Est-ce que toutes les banques font des prêts à nos résidents? Bah, Non, il y a des banques qui ne prêtent pas. il y en a, voilà, il y en a qui, dans leur grille de risque, se sont fermés aux non-résidents par choix stratégique, hein. Et il y en a évidemment qui prêtent plus facilement que d'autres. Et ce que disait Laure, c'est que tout dépend de la façon dont vous allez présenter le dossier, d'où l'intérêt de passer par un courtier spécialisé dans les non-résidents qui va être là pour défendre vos intérêts et puis présenter au mieux votre dossier pour avoir toutes les chances que ça passe. Il y a Benoît qui nous pose une question encore. Pour un investissement dans les dom-tom, enfin dans les DOM ou dans les TOM d'ailleurs, les banques appliquent-elles les mêmes conditions que pour un investissement en France? Laure. Alors, c'est vrai qu'on a de temps en temps cette demande. Déjà, c'est pas toutes les banques métropolitaines qui peuvent répondre à ça. Et quand bien même elles le font, c'est pas forcément aux meilleures conditions. Je le confirme. Euh, Vous pouvez nous interroger là-dessus, hein, il n'y a pas de sujet. Ce sera plus, disons que vous êtes plus quand même vu comme un résident qu'un non-résident. Donc, il y a quand même un peu plus de solutions pour vous, mais à un taux un peu plus élevé. D'accord. Voilà. Alors justement, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Donc là, on vient de voir l'importance de l'apport personnel et du financement des différents frais qui sont afférents à l'investissement immobilier. L'apport personnel n'a pas qu'une incidence sur la structuration du projet, ça a une incidence aussi sur le taux, non? Alors,
Oui et non, j'ai envie de te dire, le taux, l'apport peut en fait donner plus de solutions bancaires. Si plus il y a d'apport, plus il y a de solutions. Moins il y a d'apport, moins il y a de solutions. Alors, après, le taux est quand même déterminé aussi de temps en temps en fonction des revenus. Ça dépend complètement de chaque banque. Donc, Ouais. en fonction des revenus, en fonction de la durée. Forcément, plus c'est court, moins ça coûte. Attention, en ce moment, entre 15 et 10 ans, il n'y a pas une grande différence quand même. Aujourd'hui, la durée où le taux est intéressant, c'est 15 ans. Voilà. Après, le taux fluctue, on va dire peut-être en fonction de l'apport, mais avant toute chose, plus il y a de l'apport, disons qu'il y aura plus de réponses bancaires. Donc, logiquement, un meilleur taux. Voilà. D'accord, ok. Ok, donc le taux est essentiellement fixé par le dossier, par le profil, et puis après, on peut trouver des solutions si vraiment il y a beaucoup d'apports. Alors, en fait, aujourd'hui, sachez que le crédit ne rapporte pas grand-chose aux banques, disons quasiment rien. Et vous êtes non résident, donc vous n'avez pas forcément la relation bancaire principale, c'est-à-dire que vous ne domiciliez pas un salaire tous les mois. Donc, en fait, aujourd'hui, le crédit est vu comme un produit d'appel. Et c'est pour pouvoir vous vendre des produits, enfin vous accompagner, on va dire, sur d'autres problématiques, dont l'assurance, par exemple. Donc, c'est vrai qu'avec vous, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, sachez quand même que si vous êtes prêt à donner des contreparties financières, donc investir un peu d'argent dans un compte titre, un contrat d'assurance vie, sachez que ça vous donne quand même plus, vous avez plus de chances d'avoir un bon taux et d'avoir une réponse bancaire. D'accord, donc c'est là où il faut justement, on parlait de présentation de dossier tout à l'heure, de savoir discuter avec son banquier, avec les personnes qu'on a en face de nous pour justement arriver à négocier ça. Il y a Nicolas qui nous dit, justement, ça répond à la question, y a-t-il des agences immobilières qui ne travaillent exclusivement qu'avec des expatriés? Alors, pour la recherche de votre bien et pour l'organisation de votre projet, bah oui, MyExpat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez un projet, Nicolas. Charlotte, si on passe par vous, MyExpat, est-ce que vous êtes payé? Est-ce qu'on vous paye un montant fixe, un pourcentage? Alors, si vous réalisez votre projet par MyExpat, donc MyExpat, pour rappel, hein, on est une solution qui permet à des non-résidents de réaliser un investissement immobilier locatif depuis l'étranger sans avoir à se déplacer. Donc, vous réalisez tout à travers notre plateforme et nos honoraires sont un montant qui sont forfaitaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un petit peu plus de détails. Là, l'objectif, c'est vraiment de discuter du financement des non-résidents. Donc là, on a bien vu, Laure, que emprunter depuis l'étranger, c'était possible en fonction déjà d'un certain nombre de critères qui sont personnels, qui sont liés à la personne qui va emprunter, il y a cette notion de capacité d'endettement qui est vraiment primordiale en France, hein, qui est avec cette limite de 35-40%, on a vu en fonction des banques, en fonction du profil et en fonction du reste à vivre aussi, par rapport au pouvoir d'achat local. Et enfin, cette notion de structuration financière, donc quel est le montant de l'apport que vous avez par rapport à la taille de votre projet pour être sûr que vous avez suffisamment d'apport pour pouvoir emprunter. C'est exactement ça, tout à fait. D'accord. Parce que on peut, alors pour conclure, on voit que certaines personnes ont une capacité d'endettement qui est importante, donc qui par exemple peuvent emprunter 300 000 euros, mais malgré le fait qu'ils peuvent emprunter 300 000 euros, s'ils n'ont pas d'apport personnel, et ben dans certains cas de figure, ça les empêchera d'emprunter ces 300 000 euros. Donc c'est pour ça que les deux conditions sont vraiment importantes. Il faut que vous ayez de la capacité d'endettement et en plus, il faut que vous ayez de l'apport personnel. Et c'est ces deux éléments-là qui vont permettre à la banque ou au courtier de vous dire oui, vous pouvez emprunter et de vous trouver une solution en fonction de votre profil. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire vous pouvez emprunter 500 000, la capacité c'est 500 000, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de l'apport. La banque va vous respecter une quotité d'intervention, quelle qu'il soit votre capacité d'emprunt en fait. Oui, l'apport est vraiment très très important. Et contrairement à ce que pas mal d'investisseurs pensent, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent emprunter sans apport personnel. C'est pas tout le temps le cas et c'est même rarement le cas. Hein. Il y a souvent besoin d'apport. Je pense qu'on a bien fait le tour, Laure. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. C'était une première
pour Laure et pour moi, en tout cas, le fait de faire ce webinaire tous les deux ensemble. On avait déjà fait un webinaire avec Olivier la semaine dernière, qui est notre expert immobilier à Bordeaux, vous vous en souvenez. J'espère que l'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Je vois qu'il y a une dernière question de James qui nous dit quelles sont les meilleures villes en France pour investir. James, je vous invite à nous contacter puisqu'on va être obligé de terminer ce webinaire pour des contraintes de temps. Mais on aura évidemment plaisir à vous conseiller à ce sujet-là. Envoyez-nous un mail ou une demande de contact. Benoît, dernière question sur le financement. On va y aller. Il est 13h59 en France. Est-ce que la banque peut se servir d'un bien que je possède en France comme apport, en tout cas comme garantie? Très souvent, on a cette question. Eh ouais, très souvent, on va y répondre rapidement. Je crois que la réponse c'est comme apport non et comme garantie, il y a peut-être des moyens dans certains cas, mais c'est très rare. Hein. Encore une fois de plus, la banque, elle va vraiment porter le risque sur le projet actuel et également sur vous-même. C'est bien d'avoir déjà un bien en France, ça c'est forcément pour l'analyse du dossier, c'est très bien. La banque est rassurée, vous avez déjà fait votre premier achat, mais par contre, elle ne prendra pas de garantie supplémentaire sur ce bien parce qu'encore une fois de plus, c'est de la documentation, de l'administratif. En plus, il faudra aller se prendre une garantie, donc à faire enregistrer ça chez un notaire. Donc, elle va pas y aller, elle va pas le faire. Et en plus, comme elle gagne déjà pas beaucoup d'argent en prêtant de l'argent, si en plus elle doit faire du travail en plus pour vous prêter, il y a peu de chances qu'elle y aille. Écoutez, merci à tous. En tout cas, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Nous en sommes ravis avec Laure. Merci à toi, Laure. Merci Florent. N'hésitez pas. Répondu à toutes nos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, maexpat.fr/contact pour nous décrire votre bien. Merci à tous. Merci pour vos retours aussi, puisque vous êtes très nombreux à la fin du webinaire à prendre le temps de nous dire merci, de nous faire vos commentaires. On est là pour s'améliorer en permanence. Donc, merci à tous ceux qui nous font des retours. C'est très important pour nous puisque c'est grâce à ça que l'on peut avancer. Pour répondre à Fred, est-ce qu'il y a un replay de ce webinaire disponible? Oui, tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous tapez MyExpat sur YouTube, vous pouvez naturellement revoir tous les webinaires. Un grand merci encore à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux pour lesquels c'est la fin de journée, un bon début de journée pour le reste du monde. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou en live pour un prochain webinaire. Merci Laure. Merci, à bientôt. Au revoir.